Je m'appelle Hélène, j'ai 60 ans et je vis à Nice, dans l'appartement que j'ai payé de mes propres mains après une vie de travail. Quand mon mari est mort d'un infarctus il y a déjà 8 ans, je me suis dit que je consacrerais tout ce qui me restait de force à mon fils unique, Julien. J'avais refusé de refaire ma vie, trop attachée à sa mémoire, trop occupée aussi à m'assurer que Julien, à l'époque encore étudiant, ne manque de rien. Je n'ai jamais été riche, mais j'ai été économe. J'avais travaillé 30 ans comme secrétaire dans un cabinet médical et chaque mois je mettais de côté une petite somme, comme une fourmi obstinée. Grâce à ces économies, j'ai pu aider Julien à financer ses études de commerce, puis à acheter sa première voiture d'occasion. C'était ma fierté, mon fils. Je me disais, lui, il réussira et il se souviendra toujours des sacrifices de sa mère. J'étais naïve. Depuis qu'il s'est marié avec Élodie, une jeune femme que je n'ai jamais vraiment su comprendre, quelque chose a changé. Elle est belle, apprêtée, toujours habillée de marque, mais froide. Son sourire ressemble à ces vitrines bien polies. Ça brille de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien de vivant. Elle m'a toujours regardée comme une vieille pièce usée qui encombre le décor. Et Julien, aveuglé par son amour, n'a jamais voulu voir la distance glaciale qui s'installait entre sa femme et moi. J'ai supporté comme beaucoup de mères supportent. J'ai avalé des remarques blessantes. J'ai baissé la tête quand elle se plaignait de mes plats trop lourds, de mes habitudes dépassées. Je me suis dit, pour mon fils, je peux encaisser. Mais un jour, ils ont franchi une limite que je n'aurais jamais imaginée. C'était un samedi ensoleillé de printemps. J'étais sortie au marché de la Libération, comme chaque semaine, pour acheter quelques légumes. Quand je suis rentrée à la maison, mon cœur a manqué un battement. Ma voiture n'était plus là. Une petite Renault Clio rouge que j'avais achetée d'occasion, mais que j'entretenais comme une relique. Elle représentait ma liberté, pouvoir conduire jusqu'à la mer, aller voir une amie à Cannes, m'évader de ma solitude. Elle était modeste, mais elle était à moi, payée comptant, inscrite à mon nom. Julien était assis dans le salon, l'air détendu, comme si de rien n'était. « Où est la voiture ?» ai-je demandé, la gorge sèche. Il a esquivé mon regard. « Oh, maman, ne t'inquiète pas, je l'ai prêtée à Élodie. » J'ai senti une inquiétude sourde grandir dans ma poitrine. Quelques minutes plus tard, j'ai appris la vérité. Il ne l'avait pas prêtée, il l'avait offerte. Oui, offerte. À qui ? À son beau-père, le père d'Élodie. Avec ce sourire gêné, Julien m'a lancé. « Tu sais, il conduit mieux que toi. » Et puis, il en avait besoin. Je suis restée figée, incapable de respirer. Mon fils venait de donner ma voiture à un homme qui n'était rien pour moi, qui avait toujours affiché son mépris pour les petites gens. Ce n'était pas seulement une humiliation, c'était une trahison. Et le pire, c'est que Julien ne voyait même pas le problème. Pour lui, c'était naturel. Sa femme avait parlé, son beau-père avait demandé, et lui, docile, avait obéi. J'ai voulu crier, pleurer, frapper du poing, mais aucun son n'est sorti. J'ai compris, dans ce silence glacé, que si je m'effondrais, il gagnerait. Alors j'ai pris sur moi. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai respiré lentement. J'avais perdu une bataille, mais pas la guerre. Vous savez ce qui m'a sauvée ? Un détail. En fouillant plus tard dans mon tiroir à papier, j'ai retrouvé la carte grise, à mon nom. Et là, une idée m'a traversé l'esprit comme un éclair. Légalement, cette voiture n'appartenait qu'à moi. Peu importe qu'il l'ait offerte, il n'en avait aucun droit. C'était une donation illégale. Et je savais déjà à qui en parler. Maître Girard, un notaire ami de longue date de mon mari, qui m'avait aidé à régler la succession. Mais je ne me suis pas précipitée. Non, j'ai fait semblant. Devant Julien et Élodie, j'ai affiché un calme presque docile. J'ai continué à préparer des repas, à sourire quand ils venaient chez moi. Je voulais qu'ils croient que j'avais accepté, car je savais que le venin, pour être efficace, devait rester invisible jusqu'au moment de frapper. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'était pas seulement la voiture qu'ils voulaient me prendre. Ce que j'ai surpris un soir derrière une porte entr'ouverte, c'était bien pire. Élodie, riant avec son père, disait que, dès que la vieille ne sera plus là, l'appartement de Nice sera à nous. Julien a promis. À ce moment-là, j'ai juré silencieusement que je ne serais plus jamais la vieille. J'allais leur montrer qu'à 60 ans, une femme pouvait encore se dresser,
forte et protéger ce qu'elle avait construit. Et ma vengeance serait froide, discrète, mais implacable. Alors vous qui m'écoutez, dites-moi en commentaire, que feriez-vous si votre propre enfant offrait ce qui vous appartient à des étrangers, comme si vous n'existiez plus? Je n'ai pas crié. J'ai pris mes clés et je suis allé voir Maître Girard, comme on va voir un ancien compagnon d'armes. Sans fioriture, direct pour savoir où je me tenais. Le petit cabinet dont la vitrine donne sur la rue Cassini n'a pas changé depuis le temps de mon mari. Le même agencement, la même odeur de papier jauni et de café refroidi. Girard m'a reçu debout derrière son bureau, lunettes au bout du nez, et quand je lui ai posé la carte grise sur la table, il a froncé les sourcils. « C'est bien votre nom ici, Hélène. Vous avez fait les démarches ?» ai-je demandé, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait dû. « Oui, dit-il en me regardant, mais ce que vous me racontez n'est pas anodin. Il existe des manœuvres dont on ne prend conscience que lorsqu'il est presque trop tard. » Il m'a expliqué, calmement, comme s'il me parlait d'un dossier technique. En France, la transmission d'un véhicule se formalise à la préfecture via une cession signée par le titulaire. Mais la cession n'a pas d'effet si elle est entachée d'un vice. Et surtout, une donation entre vifs de biens mobiliers, comme une voiture, n'est pas impossible, mais elle nécessite des preuves. Surtout, il y a autre chose qui le préoccupait. Des notaires et des médecins plus laxistes faisaient parfois l'objet d'accords cyniques avec des familles pressées. « Il prépare la mise sous tutelle », a-t-il murmuré, et ces mots ont fait tomber quelque chose en moi. Il m'a raconté alors une histoire que je n'aurais jamais cru devoir écouter. Quand une personne âgée est déclarée incapable, il faut une procédure judiciaire, une expertise médicale, un dossier au juge des tutelles. Mais cela peut commencer par un signalement au procureur ou auprès d'un service social. Il suffit d'un médecin complice et d'un dossier alléchant pour qu'une juge saisie décide d'ordonner une mesure conservatoire, a-t-il dit. Les yeux de Girard cherchaient les miens, graves. Et une fois sous tutelle, la personne perd beaucoup de sa liberté. Le tuteur choisi peut gérer les comptes, vendre des biens si le juge l'autorise. Mes jambes se sont mises à trembler. Le visage de Julien, affable, me revenait en gros plan, et l'image d'Élodie, souriante, comme si elle avait déjà reçu le trophée. J'ai senti que ce qui venait de la part d'un fils n'était pas seulement de l'ingratitude, c'était un plan, peut-être préparé depuis des mois. Girard m'a demandé si j'avais déjà remarqué des courriers étranges, des visites médicales inhabituelles, des rendez-vous auxquels je n'avais pas été conviée. J'ai raconté la petite scène que j'avais surprise derrière la porte, ces mots lâchés en riant. « Dès que la vieille ne sera plus là, l'appartement sera à nous. » Il a hoché la tête lentement. « Mettez tout par écrit, m'a-t-il conseillé. Faites des copies de la carte grise, relevez toute anomalie de votre compte bancaire, changez vos mots de passe et surtout, ne donnez aucun document sans ma présence. Si quelqu'un a essayé de modifier une procuration, ou de faire transcrire la cession, on pourra demander une expertise graphologique et déposer une plainte. Et si vous avez entendu parler d'un projet de mise sous tutelle, demandez un certificat de non prise en charge auprès du conseil départemental. Chaque signalement laisse des traces. Je suis revenu chez moi comme si je rentrais après un enterrement. À l'intérieur, la Clio manquait encore, et sur la table du salon, un verre de vin à moitié bu trahissait le passage de la belle famille. J'ai pris mon téléphone, malgré mon âge et ma méfiance pour ces choses modernes, et j'ai pensé à la seule chose qui m'avait permis de saisir la vérité auparavant, l'attention aux détails. Julien avait laissé son portable sur la table, notification allumée. C'était des choses que beaucoup jugeraient indiscrètes, mais l'indiscrétion peut être salutaire quand la loi est en jeu. Un message WhatsApp, trop voyant pour que je l'ignore. On accélère pour la mise sous tutelle. Le Dr Morel est OK. On prévoit la signature la semaine prochaine. L'appart, c'est nous après. La bile m'est remontée. Dr Morel, un nom entendu dans des conversations familiales, un ancien collègue d'Élodie, possiblement retraité. J'ai senti ma tête tourner, mais je ne me suis pas effondrée. Au contraire, un froid précis a pris la place de la douleur. Ce message n'était pas une hypothèse, c'était un plan. Je n'ai pas montré à Julien que j'avais vu.
Il m'a regardé d'un air inquiet, comme si j'étais la matriarche excentrique qu'on peut apaiser par une tasse de thé et un sourire. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée et j'ai répondu comme une comédienne. « Bien, merci. » J'ai remis son téléphone à sa place comme si de rien n'était. On m'aurait vu, on aurait dit que j'avais accepté la perte de la voiture et la trahison. Mais à l'intérieur, je bouillonnais d'une détermination froide. Ils avaient déclenché quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. J'ai écrit tout ce que je savais, mots, dates, petites phrases volées derrière des portes, et j'ai photocopié la carte grise, les relevés bancaires que je pouvais atteindre, tous mes documents. J'ai mis une alerte à mon conseiller bancaire pour toute opération supérieure à 200 €. Girard m'avait dit que l'anticipation était souvent la meilleure des défenses dans les affaires d'argent. Si quelqu'un tente un retrait massif, on bloquera. J'ai aussi repensé au message. Dr Morel. Qui était-il réellement? J'ai appelé une amie infirmière, Anne, qui travaillait encore dans un hôpital de Nice. Sans en dire trop, j'ai demandé si elle connaissait ce nom. Elle m'a dit « Ah oui, René Morel, cardiologue à la retraite, il connaît beaucoup de monde ici. » Rien d'illégal en soi, mais les réseaux sont des raccourcis. Le lendemain, j'ai demandé à Girard de lancer une vérification discrète, voir si des démarches avaient été engagées au tribunal d'instance, si un dossier de protection juridique avait été ouvert, ou si des procurations avaient été déposées en mon nom. Il a souri, plus doux qu'un sourire d'homme de loi. « Vous avez de la ressource, Hélène. On va agir proprement. » Sa main sur la pile de papier m'a rassuré plus que je ne l'aurais cru. Je me suis mise à observer mes enfants autrement. À chaque petite phrase, je cherchais une preuve. Une facture trop élevée, un appel étrange, un rendez-vous médical mystérieux. Et un autre élément m'a glacé. En fouillant dans un tiroir où je rangeais de vieilles lettres, j'ai trouvé un devis pour une expertise gériatrique datée de la semaine précédente, avec le nom du médecin et l'adresse du cabinet. Il était au nom de Julien. Ils avaient pris les devants, ils avaient déjà payé pour cela. À 60 ans, j'ai compris que la vie ne protège personne contre l'appétit des autres. Mais j'ai aussi compris qu'elle donne des armes à qui sait les saisir. La loi, le notaire, le conseil départemental, la mémoire des actes faits de sa propre main. J'ai décidé de les utiliser. Pas de grands coups, pas de scandale public, une méthode lente, méticuleuse. Rassembler, prouver, frapper au bon moment. Leur projet de me faire passer pour une vieille malade devait se heurter à des faits irréfutables. Ils voulaient ma maison comme on vole une chaise à un dormeur. Je leur rendrais la douleur au centuple, mais sans bruit. Je me suis préparée. J'ai écrit, copié, verrouillé, rencontré, demandé. Et à mesure que je tricotais mes preuves, j'ai senti naître une chose plus douce que la vengeance, la certitude que je pourrais reprendre le contrôle. Ils croyaient que la vieillesse m'avait vidé de toute énergie. Ils avaient tort. Je ne voulais pas faire de vagues. La colère qui m'habitait était trop précise pour se laisser aller aux éclats. J'avais appris dans ma vie modeste que la meilleure riposte se tisse dans l'ombre. Elle se prépare, elle compile, elle attend le bon moment. Alors j'ai continué à sourire, à préparer le dîner, à feindre la tranquillité, tandis que Girard montait un petit barrage autour de moi. Les jours suivants, j'ai joué la part de la vieille mère oubliée. J'ai ri quand Julien racontait des banalités, j'ai demandé à Élodie des conseils pour choisir des fleurs. J'ai laissé la douceur fausse de leur quotidien masquer la tempête qui grondait derrière mes paupières. Mais mes mains, elles, ne se reposaient pas. Elles creusaient. Papier après papier, appel après appel. J'ai redemandé à Anne, l'infirmière, si elle connaissait bien ce Dr Morel. Elle m'a donné plus un nom, des habitudes. Il a un cabinet près de la place Garibaldi, il prend des retraites confortables, il aime les repas de famille. On l'a vu souvent avec des notables, il rend des services. Le mot « service » a sonné comme un écho. Des services rendus en échange de quoi? D'un appartement? D'un fauteuil? D'un titre de propriété? Un après-midi, j'ai laissé traîner une lettre sur la table, ouverte à une adresse que j'avais feinte, censée inviter un ami chez moi pour le thé. J'ai attendu de voir qui en parlerait. C'est Julien qui a glissé un œil, trop vite, trop intéressé. Je l'ai remercié comme on remercie un enfant d'avoir pris ses responsabilités.
Il m'a souri et j'ai su qu'il croyait me tenir. Grave erreur. Girard a engagé une petite enquête administrative. Il a téléphoné au service du tribunal d'instance. Il a demandé, sans éveiller de soupçon, si un dossier au juge des tutelles avait été ouvert à mon nom. Rien. Pas encore. Ils n'étaient pas encore allés jusqu'au bout. Ils avaient prévu la manœuvre, payé pour une expertise gériatrique, mais la machine judiciaire n'avait pas encore été saisie. C'était une fenêtre que je ne laisserai pas refermer. La vérité qui m'a glacée est venue d'un relevé bancaire. J'ai toujours dit que l'on connaît un homme à la manière dont il tient ses comptes. En feuilletant mes relevés, j'ai vu des prélèvements étranges sur le compte joint que j'avais consenti jadis. Des virements au-delà du raisonnable, des paiements vers une boutique de bijoux en ligne, des retraits en liquide dans des agences de la côte. Julien avait accès, Élodie aussi. Et, plus surprenant, un transfert conséquent vers un compte au nom du père d'Élodie, établi la semaine où ma voiture avait disparu. Ils pensaient m'avoir encadré, préparé, neutralisé. Ils avaient sous-estimé la patience et la mémoire d'une femme qui a compté ses pièces une à une pour survivre. La vengeance que je préparais n'était pas une vengeance spectaculaire. Ce serait une victoire bâtie sur des dossiers propres, sur des procédures immuables, sur l'honneur rétabli. Et doucement, une curiosité nouvelle envahissait mon cœur. Ce sentiment que la justice, parfois lente, peut être une vieille amie qui vient vous tenir la main quand tout le monde vous croit perdu. Je n'ai jamais pensé que ma propre maison, ce refuge où j'avais pleuré mon mari, élevé mon fils, cultivé chaque coin du jardin, deviendrait le théâtre de mon humiliation. Quand Antoine et Clara ont posé leurs valises dans mon salon, ils ne demandaient pas l'hospitalité. Ils imposaient leur présence comme on plante un drapeau sur une terre conquise. Au début, je me suis dit, ce n'est qu'un passage. Quelques semaines, le temps pour eux de se retourner. Mais les semaines sont devenues des mois, et ma maison de 3 pièces sur les hauteurs de Nice s'est transformée en pension forcée. Ils avaient vendu leur appartement, soi-disant pour investir. J'avais contribué autrefois à leur mise de départ, mais à présent tout avait disparu dans des dépenses insensées. Sacs de luxe, voyages éclairs à Dubaï, dîner au restaurant avec des amis que je ne connaissais pas. J'ai découvert un jour un relevé de compte laissé sur la table basse. Plus de 520 000 € envolés en moins d'1 an. Mon cœur s'est serré. C'était comme voir mon fils jeter son avenir au feu. Chaque matin, je me levais avant eux pour préparer du café, espérant une parole douce, un merci furtif. Mais Clara passait devant moi sans même lever les yeux, son parfum cher, saturant la pièce. « Il faudrait changer les rideaux, ça fait vieillot », avait-elle lâché un dimanche, comme si j'étais une concierge. Antoine, lui, gardait le silence, le regard fuyant. Mon fils, mon petit garçon jadis fier de m'apporter des fleurs du marché, n'osait plus soutenir mes yeux. Un soir, je surpris une conversation qui me glaça. Ils étaient dans la cuisine. « Quand elle passera l'arme à gauche, on pourra vendre cette maison. Ça fera une belle mise de départ. » Antoine, arrête. Mais tu as raison. Avec la vue qu'elle a, on pourrait en tirer au moins 900 000 €. J'étais dans le couloir, immobile, les mains tremblantes. Mon fils parlait de moi comme d'un fardeau déjà compté. Je n'étais plus une mère. J'étais une succession anticipée. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé les photos de mon mari sur la commode. Lui, solide, droit, protecteur. Qu'aurait-il dit en m'entendant réduite à une valeur immobilière? Des larmes ont coulé, mais elles se sont vite changées en quelque chose d'autre. Une décision. Je savais que Clara aimait organiser de grandes réceptions. J'ai accepté qu'elle en planifie une petite chez moi pour fêter son anniversaire. Ils ont invité une 20aine de personnes, tous vêtus comme pour un défilé. Je les observais, assises dans un coin, invisibles dans ma propre maison. Quand Clara a levé son verre en lançant « Merci à ma belle-mère de nous accueillir chez elle », certains ont ri. Mais j'ai vu dans leurs yeux que beaucoup savaient. Ils savaient que ce n'était pas une invitation, mais une occupation. C'est ce soir-là que j'ai rencontré Maître Duhamel, un vieil ami d'un couple d'invités. Avocat à la retraite, il s'était approché de moi à la fin du repas. Sa voix était basse, mais ses mots nets. « Madame, j'ai entendu certains propos. Savez-vous que vous avez des droits ?
Vous n'êtes pas obligé de supporter cela. Je l'ai regardée, interdite. Personne ne m'avait jamais dit que j'avais le choix. J'étais prisonnière d'un rôle de mère dévouée, incapable de dire non. Mais dans ses yeux, j'ai lu la possibilité d'une revanche. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à noter tout. Les humiliations quotidiennes, les dépenses effrénées, les projets de revente murmurés à voix basse. Je gardais ces carnets dans une boîte à biscuits, à l'abri des regards. Un matin, Clara a osé me gifler verbalement. « Tu devrais nous être reconnaissante, tu n'es plus seule. Sans nous, tu serais une vieille femme abandonnée. » Je n'ai pas répondu. Mais ce silence-là n'était plus celui de la soumission. C'était celui d'une femme qui prépare sa riposte. Car moi, la veuve de 60 ans qu'il croyait faible, je savais désormais qu'une arme plus tranchante que la colère existait, la loi. Je n'oublierai jamais la première fois où je suis entrée dans le cabinet de Maître Duhamel. Un immeuble ancien, tout près du port de Nice, avec un ascenseur qui grinçait comme un vieil homme fatigué. L'air sentait la poussière et le cuir. En franchissant le seuil de son bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, la certitude d'être enfin prise au sérieux. Il m'a écoutée en silence, sans m'interrompre. Je lui ai raconté la voiture disparue, offerte au beau-père de Clara comme une friandise. Je lui ai décrit les propos surpris dans le couloir, cette conversation où mon fils évoquait ma mort comme une échéance financière. Puis, je lui ai parlé des fêtes organisées dans ma maison, des invités défilant dans mes pièces comme si elles leur appartenaient, et de Clara qui, chaque jour, rognait un peu plus ma dignité. Quand je finis, il croisa les doigts et me dit d'une voix ferme « Madame, tout ce que vous décrivez entre dans ce que la loi française appelle l'abus de faiblesse. Et si, en plus, il y a tentative de spoliation patrimoniale, vous avez toutes les raisons de réagir. » Ces mots, abus de faiblesse, résonnaient étrangement. Moi qui m'étais toujours crue forte, je devais admettre que leur manigance m'avait affaiblie. Mais pour la première fois, ce n'était plus une honte. C'était une preuve, une arme. Maître Duhamel a pris mes carnets, ces pages où j'avais noté chaque remarque, chaque humiliation, chaque dépense suspecte. Il les a feuilletés avec soin, hochant la tête. « Vous avez fait ce qu'il fallait, madame. Des faits consignés régulièrement, datés, pourront avoir un poids immense devant un juge. » Il m'a ensuite expliqué ce que je pouvais faire immédiatement. Vérifier auprès du cadastre et du notaire que mon appartement était bien protégé, qu'aucune procuration n'avait été signée à mon insu. Mettre mes comptes bancaires sous surveillance renforcée, avec double signature obligatoire pour toute opération importante. Préparer un dossier complet sur les agissements de mon fils et de ma belle-fille, avec témoignage si possible. Je l'écoutais, fasciné, presque incrédule. J'étais venue en victime, je ressortais stratège. En rentrant chez moi, j'ai observé Julien et Clara avec un regard neuf. Leur arrogance me sautait aux yeux. Ils laissaient traîner leurs chaussures dans mon entrée, s'installaient sur mon canapé comme sur un trône, riaient fort en parlant d'achat de montres ou de voyages. Ils me croyaient vaincu, mais j'étais déjà ailleurs. Une nuit, je les ai entendus se disputer dans la chambre d'amis. Clara reprochait à Julien sa mollesse. « Ta mère traîne encore, elle nous ralentit. On devrait déjà être à Paris avec l'argent de la vente. » Et Julien, d'une voix lasse, a répondu « Elle ne va pas tarder à craquer. Elle est fragile. Fragile. » Le mot m'a transpercé comme une lame. Il me sous-estimait. Tant mieux. Le lendemain, j'ai discrètement rendu visite à la banque. J'ai exigé de bloquer toute procuration éventuelle, de signaler immédiatement toute tentative de mouvement suspect. Le conseiller m'a regardé avec respect. Il avait sans doute vu défiler beaucoup de familles détruites par l'avidité. « Vous avez raison de vous protéger, madame, » m'a-t-il dit. Beaucoup attendent. À partir de là, j'ai joué la comédie. Devant eux, j'étais la mère docile, reconnaissante de leur compagnie. J'ai ri à leurs histoires, j'ai préparé leurs plats favoris, je me suis laissé effacer doucement. Ils n'imaginaient pas que derrière mes sourires, je construisais patiemment une forteresse de preuves. Puis le hasard m'a offert une arme inattendue. Un voisin, M. Rossi, retraité de la police, avait assisté par la fenêtre à une scène choquante, Clara me parlant comme à une domestique, me sommant de débarrasser la table alors qu'elle fumait sur la terrasse. Il est venu me voir
indigné. « Madame, si vous avez besoin d'un témoignage, je suis prêt à déposer. J'ai tout entendu. » J'ai remercié le ciel pour ce voisinage providentiel. La vérité commençait à se cristalliser. Un soir, au détour d'une phrase, Clara a révélé plus que prévu. Quand la maison sera à notre nom, on pourra enfin la refaire à notre goût. Elle avait dit quand, pas si, comme si tout était déjà acquis. Je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert la vieille armoire de chêne où dormaient encore les lettres de mon mari. Parmi elles, une enveloppe scellée par Maître Girard, le notaire de l'époque. J'avais presque oublié son existence. En l'ouvrant, mes mains tremblaient. C'était un avenant de protection qu'il avait fait signer lors de l'achat de l'appartement. Une clause claire, aucune cession ne pouvait avoir lieu sans mon accord écrit et celui d'un notaire indépendant. Mon mari avait pensé à moi avant même que je ne m'en rende compte. Ce papier était plus qu'un document, c'était un rempart. Je l'ai glissé dans mon sac avec mes carnets et la carte grise de la voiture. J'avais désormais un arsenal silencieux. Pendant ce temps, Julien et Clara poursuivaient leur projet, inconscients que chaque mot, chaque geste les rapprochait de leur propre chute. Ils pensaient m'user, me faire céder par lassitude. Mais plus ils parlaient, plus ma détermination grandissait. Je savais qu'un jour, bientôt, je devrais poser la dernière pierre de mon plan, confronter leur avidité devant la loi, les forcer à se dévoiler. Pas dans un éclat, mais dans une salle de tribunal, sous le regard froid d'un juge. Et ce jour-là, j'avais juré que je ne baisserais plus jamais les yeux. Les semaines suivantes, j'ai vécu comme une actrice sur une scène. Chaque geste, chaque sourire était calculé. Ils pensaient que je me laissais glisser doucement vers une vieillesse dépendante. En réalité, je tissais une toile serrée, invisible, dans laquelle ils finiraient par s'engluer. Julien me voyait encore comme maman, celle qui prépare des gratins, qui repasse les chemises, qui se tait pour ne pas déranger. Clara, elle, me voyait comme une vieille dame bonne à dépouiller, déjà effacée de la photo. Moi, je me regardais désormais comme une stratège. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec un notaire différent de celui de famille, conseillé par Maître Duhamel. Dans son bureau clair, moderne, il m'a dit « Madame, vous avez raison de diversifier vos conseils. Les affaires de succession et de patrimoine sont sensibles. Mieux vaut prévenir que guérir. » Je lui ai remis les copies de tous mes papiers, l'acte de propriété, la clause protectrice signée avec mon mari, les relevés de compte. Il a hoché la tête, impressionné par ma préparation. « Votre appartement ne peut pas être vendu sans votre signature. Même si votre fils essaye de forcer, la loi est de votre côté. » Ces mots m'ont soulagé, mais j'ai ajouté « Ce n'est pas seulement une question de maison, maître, c'est une question de respect. » Il a souri tristement. « Je sais, trop souvent les familles se déchirent pour un toit. Vous n'êtes pas seule, madame. » Cette phrase a résonné en moi. Je n'étais pas seule. Je suis rentrée chez moi en marchant lentement sur la promenade des Anglais, le vent salé caressant mon visage. J'avais l'impression de redevenir une femme libre, même si, derrière moi, j'avais encore ce poids de trahison. Pourtant, rien n'était gagné, car dans ma maison, la tension montait. Clara devenait de plus en plus exigeante. Elle invitait ses amis pour des après-midi brunch où elle riait en critiquant mon mobilier vieillot. Elle osait déplacer mes cadres, mes souvenirs, comme si mes murs lui appartenaient déjà. Un soir, je l'ai surprise en train de fouiller dans mon secrétaire. J'ai retenu ma respiration dans l'ombre du couloir. Elle cherchait mes papiers. J'ai compris alors que je devais cacher mes preuves ailleurs. Le lendemain, j'ai confié mes documents les plus précieux à Maître Duhamel. « Vous avez bien fait, m'a-t-il dit. Ne laissez rien traîner ici. » À partir de ce moment, j'ai joué le rôle de la vieille femme étourdie. Je faisais semblant de perdre mes clés, de ne pas savoir où j'avais mis une facture. Je laissais Clara se croire plus maligne, plus proche de la victoire. Plus elle me croyait faible, plus je devenais invisible à ses yeux, et donc dangereuse. Julien, lui, s'enfonçait. Je le voyais, la honte dans ses yeux, mais incapable de s'opposer à sa femme. Parfois, quand Clara n'était pas là, il me parlait avec une douceur passée. « Tu sais, maman, elle a ses idées, mais elle veut le meilleur pour nous. » Je le regardais et j'avais envie de crier. « Et moi, ton sang, ta mère, je ne mérite rien ?» Mais je me contentais de hocher la tête, car chaque mot de trop pouvait ruiner mon plan.
La goutte d'eau est tombée un dimanche matin. Clara avait organisé un déjeuner en famille, mais cette fois avec ses parents. Son père, celui qui roulait déjà dans ma voiture, s'est permis de dire en trinquant « Eh bien, quand cette maison sera enfin à vous, vous ferez de beaux travaux. » La phrase a claqué comme une gifle, et Julien a souri faiblement, sans le contredire. J'ai ressenti une brûlure glacée dans ma poitrine. Je n'étais plus une mère, j'étais un cadavre en sursis dont il se partageait déjà la dépouille. Mais je n'ai rien dit. J'ai servi le dessert, calmement. Puis je suis montée dans ma chambre et j'ai écrit cette phrase en grosses lettres dans mon carnet. Il parle de ma maison comme si j'étais déjà morte. Quelques jours plus tard, Maître Duhamel m'a appelé. « Madame, j'ai une information. Votre belle-fille a tenté de se renseigner auprès d'un médecin qu'elle connaît pour monter un dossier de mise sous tutelle. Je me suis figée. Voilà leur plan, me faire passer pour sénile, incapable, pour prendre la main sur mes biens. » Une vague de rage m'a traversée, mais aussi une étrange lucidité. Tout devenait clair. Je devais frapper avant eux. J'ai donc demandé à mon notaire de rédiger un testament clair où tout était verrouillé. L'appartement serait légué à une fondation caritative locale, avec une clause d'usufruit pour moi à vie. Mes économies, placées sous assurance vie, reviendraient à une association d'aide aux veuves. Rien, absolument rien, n'irait à Julien tant qu'il vivrait sous l'emprise de Clara. Mais surtout, j'ai prévu une copie de mon testament pour être ouverte en cas de procédure judiciaire. Je voulais que chaque juge, chaque voisin, chaque témoin sache qui était la véritable victime. Et j'ai préparé ma dernière carte, une confrontation. Je savais que tôt ou tard, ils essaieraient de me pousser à bout. Alors j'ai attendu. Et quand le moment viendrait, je savais que je devrais garder la tête haute, présenter mes preuves et laisser tomber le masque. Car j'étais prête. Ils pensaient avoir devant eux une vieille femme épuisée. Ils allaient découvrir une lionne silencieuse qui avait choisi la loi comme rugissement. Le moment que j'attendais est arrivé plus tôt que prévu. Ce fut un soir de juin, l'air encore lourd du soleil écrasant de la Côte d'Azur. Clara avait convié ses parents à dîner, encore une fois sans même me demander mon avis. Elle s'était installée comme maîtresse des lieux. Elle choisissait le vin, dictait le menu, déplaçait mes assiettes comme si je n'étais qu'une invitée dans ma propre maison. J'avais préparé le repas, silencieuse, mes gestes précis comme ceux d'une servante. Mais à l'intérieur, chaque coup de couteau dans les légumes, chaque plat posé sur la table était un acte de patience contenue. Je savais que la scène de trop allait se jouer ce soir-là. Quand le dîner battit son plein, le père de Clara, déjà installé confortablement dans ma chaise préférée, lança, vers levé. « À votre santé, et à cette belle maison qui, bientôt, brillera de neuf quand elle sera officiellement à vous. » Julien hocha la tête, un sourire gêné mais complice. Clara, triomphante, posa sa main sur la sienne et répondit « Oui, papa, d'ici quelques mois, tout sera réglé. » J'ai senti le sang quitter mon visage, mais ma voix, quand elle s'est élevée, était étonnamment calme. « Vraiment ? Et comment comptez-vous faire puisque cette maison n'est pas à vendre ?» Le silence est tombé comme une chape de plomb. Tous les regards se sont tournés vers moi. Clara a éclaté d'un rire forcé. « Oh, belle maman, voyons, ne faites pas semblant. Vous savez bien que Julien et moi avons déjà pris nos dispositions. Je les ai fixées un après l'autre. Mon fils, incapable de soutenir mes yeux, triturait sa serviette. Clara, elle, me regardait comme on regarde une proie acculée. « De quelle disposition parlez-vous » ai-je demandé. Elle a pris une inspiration théâtrale. « Eh bien, Julien s'occupe déjà de tout avec un médecin de confiance. Nous allons lancer une procédure de tutelle. Vous savez, c'est pour votre bien. Vous êtes, comment dire, fatigué. » Le mot claqua comme une gifle. Fatigué. Voilà comment il voulait m'enterrer vivante. Je me suis levée lentement. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables. J'ai marché jusqu'au buffet et sorti une enveloppe épaisse que j'avais dissimulée là exprès. Je l'ai posée sur la table devant eux. Fatigué, peut-être, mais pas assez pour oublier ce que j'ai entre les mains. Julien a pâli. Clara a haussé les épaules. Qu'est-ce que c'est encore ? J'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti les copies certifiées. La clause protectrice de l'acte de propriété, mon testament déjà enregistré et surtout l'enregistrement audio de leur conversation, soigneusement transcrit par Maître Duhamel.
C'est la preuve que vos projets ne sont pas seulement immoraux, mais illégaux. Clara a éclaté. Vous bluffez. Alors j'ai appuyé sur mon téléphone et leur propre voix a empli la salle à manger. On accélère pour la mise sous tutelle. Le docteur Morel est d'accord. Le père de Clara s'est redressé, blême. Julien a murmuré « Maman, silence », ai-je coupé sèchement. Voilà des semaines que je vous écoute me piétiner, me traiter comme une vieille carcasse inutile. Vous pensiez que je n'avais plus de dents? Erreur. Clara s'est levée brusquement, renversant presque son verre. C'est ridicule. Personne ne vous croira. J'ai souri froidement. C'est pour ça que j'ai tout remis à mon avocat. Dès demain matin, une plainte pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie sera déposée. Et croyez-moi, un juge écoutera très attentivement vos propres paroles. Le père de Clara s'est levé à son tour, la face rouge. Tu avais dit que tout était arrangé. Clara, furieuse, s'est tournée vers Julien. Dis-lui quelque chose. Mais mon fils restait muet, pétrifié. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai senti que la honte commençait à le ronger. J'ai repris ma place à table, calmement. Ils n'ont presque plus parlé. Le dîner s'est terminé dans un silence pesant, seulement troublé par le cliquetis des couverts. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai senti mes jambes fléchir. J'ai dû m'asseoir, tremblante. J'avais tenu bon, mais je savais que la bataille ne faisait que commencer. Ils allaient riposter, d'une manière ou d'une autre. Cette nuit-là, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Nice qui s'éteignaient une à une, et je me suis promis que, même si cela devait me coûter les derniers restes d'amour que j'avais pour mon fils, je ne céderais pas. Je ne pouvais plus, car ce n'était plus seulement ma maison qu'ils voulaient, c'était ma dignité, ma vie même, et je ne leur donnerais rien. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'étais assise dans le bureau de Maître Duhamel. Mes papiers bien rangés devant lui, mes mains croisées sur mes genoux pour ne pas montrer qu'elles tremblaient. Lui, impassible, lisait de nouveau la transcription de l'enregistrement. Par moments, son sourcil se haussait, comme s'il redécouvrait la noirceur de ce qu'il avait déjà entendu. « Madame, dit-il enfin, c'est un dossier solide, très solide. Nous allons déposer plainte pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. Cela peut aller loin. » Ces mots m'ont à la fois soulagé et terrifié. Aller loin. Jusqu'où? Jusqu'à un tribunal, peut-être une condamnation, peut-être la prison pour Clara et son père. Et Julien, mon fils, mon cœur de mère se déchirait déjà. Mais je savais que reculer maintenant, c'était signer ma propre perte. Le dépôt de plainte fut un moment étrange. J'étais assise devant un officier de police, dans le commissariat du centre de Nice. L'odeur de café froid, les bruits de clavier, le va-et-vient des uniformes. Je récitais ma vie comme un dossier administratif. Les mots « mon fils » et « ma belle-fille » avaient dans ma bouche un goût amer. L'agent hochait la tête, notait, m'a demandé si je voulais une mesure de protection de mes biens. J'ai répondu oui. En sortant, le soleil brillait, cruel dans sa normalité. Les passants riaient, buvaient leur café en terrasse. Moi, je venais de dénoncer mon propre sang. Les jours suivants furent un théâtre silencieux. Julien et Clara continuaient à vivre sous mon toit, ignorant encore que la machine judiciaire s'était mise en marche. Je les observais avec un calme étrange, presque clinique. Clara parlait de ses projets de vacances, Julien payait quelques factures en retard, comme si de rien n'était. Je savais pourtant qu'un huissier viendrait bientôt frapper à ma porte. L'événement survint une semaine plus tard. J'étais en train d'arroser mes géraniums quand j'ai entendu la sonnerie. Un homme en costume, sévère, tenant une enveloppe scellée. Clara ouvrit la porte. Je la vis pâlir à la lecture des premières lignes. Ses yeux se sont levés vers moi, brûlants de haine. « Tu as osé ?» Julien, derrière elle, semblait éteint. Il n'a rien dit, il s'est juste assis sur le canapé, la tête entre les mains. Le soir même, la fureur a éclaté. Clara m'a hurlé que j'étais une ingrate, que sans elle, Julien serait encore un petit garçon perdu, que je ne comprenais rien à la vie moderne. Elle m'a traité de vieille folle, d'égoïste. J'ai laissé passer l'orage, les bras croisés, le regard fixé sur elle. Quand elle a fini, je lui ai simplement dit « C'est un juge désormais qui décidera si je suis folle ou non ». Ses lèvres se sont pincées. Elle savait que j'avais déjà gagné une partie. Julien, lui, oscillait entre la colère et le désespoir. Un soir, il est venu frapper à ma porte, seul,
Sa voix était basse, cassée. « Maman, pourquoi tu fais ça? On est ta famille. » J'ai respiré profondément. Parce qu'une famille ne devrait pas me voler ma vie, Julien. Parce qu'une mère n'est pas une vache qu'on saigne jusqu'à l'os. Il a baissé les yeux. J'ai cru voir une larme, mais il n'a rien ajouté. Les semaines suivantes, l'instruction a avancé. On m'a convoqué pour confirmer mes dires, présenter mes carnets, mes enregistrements. Monsieur Rossi, mon voisin, a témoigné sans hésiter. J'ai senti dans la salle le poids de ses mots. J'ai vu cette dame traitée comme une domestique chez elle. J'ai entendu des propos humiliants. Ces paroles ont percé le masque que Clara tentait encore de maintenir. Le plus dur fut le face-à-face. Dans une petite salle claire, froide, nous étions assis de chaque côté d'une table. Clara, superbe et glaciale, son père raide et Julien au milieu, effondré. Le magistrat a lu les accusations, puis a diffusé l'enregistrement. La voix de Clara, rieuse, disant qu'il fallait accélérer la mise sous tutelle, a résonné dans la pièce. Elle a blêmi puis a protesté que c'était de l'humour, que tout était sorti de son contexte. Le juge a levé un sourcil, sceptique. Moi, je suis restée droite, digne. J'avais décidé de ne plus baisser la tête. À la sortie, Clara m'a lancé. « Tu détruis ton propre fils. » Je me suis arrêtée, les regarder bien en face. « Non, j'essaie de le sauver de toi. » Ce fut un moment suspendu. Elle a serré les poings, mais n'a rien dit de plus. Le soir, seule dans ma chambre, j'ai pleuré longtemps. J'avais gagné une bataille, mais à quel prix? Le silence de Julien me hantait. Ses yeux fuyants, son dos voûté, son incapacité à choisir entre moi et elle. Je me demandais s'il me pardonnerait un jour. Pourtant, au fond de moi, une force nouvelle grandissait. J'avais repris ma place. J'étais redevenue la maîtresse de ma maison, de ma vie, de ma dignité. Et même si la route jusqu'au jugement final s'annonçait encore longue, je n'avais plus peur. Je savais que, quoi qu'il advienne, je ne serais plus jamais réduite au rôle de spectatrice impuissante. Et dans ce combat silencieux, j'avais déjà remporté l'essentiel. J'avais retrouvé ma voix. L'affaire avait quitté les murs clos de ma maison. Elle s'était propagée dans les couloirs glacés du tribunal, puis dans les ruelles de mon quartier. Les voisins, qui jusque-là me saluaient avec un sourire distrait, me regardèrent maintenant avec une curiosité nouvelle. Certains chuchotaient derrière leurs rideaux. D'autres, plus courageux, venaient frapper à ma porte pour me dire « Vous avez eu raison, madame. » On n'ose jamais affronter sa propre famille. Je répondais avec un sourire fatigué. Au fond, je savais que ce genre d'affaires excitait autant la compassion que la médisance. Mais peu importait. Ce qui comptait, c'était que la vérité ne soit plus étouffée. Le juge avait ordonné une expertise médicale comme Clara l'avait espéré. Mais cette fois, c'était moi qui avais insisté. J'y suis allée volontairement, la tête haute. Le médecin, un vieil homme bienveillant, m'a posé des questions simples. Ma mémoire, mes habitudes quotidiennes, mes comptes. J'ai répondu sans faillir. Il a pris des notes, m'a regardé longuement et a murmuré. « Madame, vous êtes parfaitement lucide, plus que beaucoup de vos cadets d'ailleurs. » J'ai souri. J'avais transformé l'arme qu'il voulait utiliser contre moi en bouclier. Pendant ce temps, Julien s'éloignait de plus en plus. Il ne me regardait plus dans les yeux. Quand il passait devant ma porte, il accélérait le pas. Parfois, la nuit, je l'entendais discuter avec Clara dans le salon. Elle criait, l'accusait d'être faible, de ne pas savoir tenir sa mère. Ses reproches fusaient comme des couteaux. Et lui, mon fils, se taisait. Un après-midi, je suis allée au marché comme autrefois. Parmi les étals colorés, j'ai croisé Madame Laurent, une amie de jeunesse que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle m'a prise par les mains. « Hélène, j'ai entendu des choses terribles. On dit que ton... » Elle m'a serré fort. Et dans cette étreinte, j'ai senti que je n'étais plus seule à porter le poids de ma honte. La procédure avançait. Les auditions se succédaient. Rossi, mon voisin, répéta devant le juge ce qu'il avait vu et entendu. L'expert bancaire confirma les virements suspects vers le compte du beau-père de Clara. Tout s'imbriquait. Chaque pièce venait compléter le puzzle de leur avidité. Clara, pourtant, continuait de se défendre bec et ongles. Elle arrivait au tribunal, vêtue de tailleur sobre, les cheveux tirés, l'air d'une femme modèle. Elle pleurait devant le juge, parlait de son amour pour sa belle-mère et de ses inquiétudes face au déclin de l'âge. Ses mots dégoulinaient de fausses sollicitudes. Mais la bande sonore,
les relevés, les témoignages la contredisaient sans cesse. Le plus difficile fut le jour où Julien dut témoigner. Je l'ai vu entrer, pâle, amaigri. Ses mains tremblaient. Le juge lui a demandé « Monsieur, saviez-vous que votre épouse et votre beau-père avaient entrepris des démarches pour mettre votre mère sous tutelle ?» Il a hésité. Son regard a croisé le mien une fraction de seconde. Puis il a baissé les yeux. « Oui, a-t-il murmuré. Un frisson glacé a traversé mon dos. Mon fils venait d'avouer devant tout le monde qu'il avait laissé faire. J'aurais voulu hurler, lui demander comment il pouvait me trahir ainsi. Mais je suis resté immobile, mes mains serrées sur mes genoux. Le juge a poursuivi. « Et vous, y étiez-vous favorable ?» Julien a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. Je pensais que c'était pour son bien. J'ai senti mon cœur se briser une seconde fois. Non seulement il avait laissé Clara m'écraser, mais il s'était convaincu que j'étais fragile, incapable, une charge, mon propre fils. Après l'audience, je l'ai croisé dans le couloir. Il s'est approché, hésitant, comme un enfant puni. « Maman, je suis désolée. Je l'ai regardé longtemps. Tant de choses brûlaient dans ma gorge, la colère, la douleur, l'amour malgré tout. Mais je n'ai prononcé qu'une seule phrase. Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est à toi-même. » Il a détourné la tête. Clara l'attendait plus loin, ses bras croisés, son regard de glace. Elle l'a saisi par la manche et l'a tiré vers la sortie. Les semaines suivantes furent un calvaire d'attente. Chaque jour, je redoutais le verdict. Et chaque nuit, je rêvais de mon mari me tenant la main, me disant « Tiens bon, Hélène ». Puis, enfin, le jugement est tombé. Le tribunal a reconnu l'abus de faiblesse. Clara et son père furent condamnés à une peine de prison avec sursis et à une lourde amende. Julien, lui, échappa à la sanction pénale, mais le juge nota dans le jugement qu'il avait manqué à ses devoirs moraux envers sa mère. Mes biens furent officiellement protégés et toute tentative de mise sous tutelle rejetée. J'ai ressenti une victoire amère. J'avais gagné, oui, mais j'avais perdu mon fils. Le soir du verdict, je suis rentrée seule dans ma maison. J'ai ouvert les volets, j'ai respiré l'air de la Méditerranée. Nice brillait en contrebas comme un collier de diamants. J'étais libre. Mais mon cœur, lui, portait encore le poids d'un amour trahi. Je me suis assise devant la photo de mon mari et j'ai murmuré « Ils n'auront pas eu raison de moi. » Mais Julien est déjà perdu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai prié. Non pas pour moi, mais pour lui. Pour que peut-être un jour il se réveille de ce cauchemar d'avidité et retrouve la lumière. Le silence de ma maison, une fois qu'ils en furent partis, avait un goût étrange. Ce n'était plus le silence étouffant des humiliations avalées, ni celui glacial des soirées où je faisais semblant de dormir pour ne pas entendre leur rire dans mon salon. Non, c'était un silence nouveau, clair, presque vibrant, celui de la liberté retrouvée. Je parcourais chaque pièce comme si je les découvrais pour la première fois. Le parquet craquait sous mes pas, mais ce n'était plus le gémissement d'un sol fatigué, c'était le chant d'une maison redevenue mienne. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé l'air marin entrer, emporter les relents d'un passé sordide. Le soleil baignait mes rideaux d'une lumière douce, et je me suis dit que malgré mes 60 ans, une nouvelle vie pouvait commencer. Julien n'est pas revenu. Je savais que Clara l'avait entraîné ailleurs, loin de moi, loin de sa propre culpabilité. Son absence était une plaie, mais aussi un pansement, car chaque visite de sa part, chaque regard fuyant, aurait rallumé en moi des douleurs encore trop vives. Peut-être qu'un jour il reviendrait. Peut-être pas. Mais je n'étais plus suspendue à ce peut-être. La justice avait tranché. Clara et son père, condamnés, avaient perdu leur superbe. Leurs noms circulaient désormais dans les couloirs du palais de justice, dans les conversations des voisins, non plus comme des figures mondaines, mais comme des prédateurs démasqués. Mon fils, lui, avait été épargné par la sanction, mais marqué par les mots du juge. « Vous avez manqué à vos devoirs moraux. » Cette phrase le poursuivrait longtemps. Je pensais souvent à mon mari. J'imaginais sa fierté, lui qui avait tant travaillé pour que je ne manque de rien. Lui qui, par cette clause oubliée, avait protégé ma maison comme on protège un trésor. Peut-être, de là où il est, avait-il guidé mes pas, placé sur ma route maître Duhamel, Rossi, tous ses alliés inattendus. Un soir, j'ai retrouvé un vieux cahier de recettes. Les pages jaunies portaient encore des annotations de ma main jeune,
trop de sel, ajouté du thym. J'ai cuisiné un gratin comme autrefois, pour moi seule. En mangeant, j'ai senti que je n'étais plus la mère sacrifiée, ni la veuve résignée. J'étais une femme entière, capable de se nourrir de ses propres forces. Puis, lentement, j'ai commencé à ouvrir ma porte, aux voisins, aux amis d'autrefois, aux associations du quartier. On venait me demander conseil, m'écouter raconter mon histoire. J'ai vu dans leurs yeux de l'admiration, parfois des larmes. Beaucoup de femmes me confiaient. Moi aussi, je me tais depuis trop longtemps. Alors je leur ai dit ce que j'aurais voulu entendre plus tôt. Le silence n'est pas une vertu quand il nous détruit. Un jour, une association de défense des personnes âgées m'a invité à témoigner. J'ai accepté. Je suis montée sur une petite estrade devant une vingtaine de visages attentifs. Ma voix tremblait au début, puis elle s'est affermie. J'ai raconté ma maison envahie, ma voiture offerte comme un jouet, mes nuits blanches à craindre d'être déclarée folle. Et j'ai raconté ma victoire, pas celle des tribunaux seulement, mais celle d'avoir osé me lever, d'avoir osé dire non. À la fin, une femme s'est approchée. Elle avait les yeux rouges, elle m'a serré les mains et m'a dit « Grâce à vous, je vais enfin parler à mes enfants. Je n'ai plus peur. » Ces mots ont valu toutes les batailles. Aujourd'hui, quand je regarde la mer depuis ma fenêtre, je ne vois plus un horizon bouché. Je vois une promesse. J'ai encore des blessures, oui. L'absence de Julien pèse comme une pierre dans ma poitrine. Mais je sais que je ne suis pas responsable de ses choix. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre, pour rester digne. Et peut-être qu'un jour, quand il aura compris, il reviendra frapper à ma porte. Alors je verrai si je peux encore l'aimer comme avant. Mais pour l'heure, je me tiens debout, droite, fière. Et à vous qui m'écoutez, je veux dire ceci. Ne laissez jamais le silence devenir votre prison. Ne croyez pas que l'âge ou la fatigue vous condamne à subir. Même dans l'ombre, même à 60, 70, 80 ans, nous avons encore le droit et le devoir de nous défendre. Ne laissez personne vous voler ce que vous avez construit. Le respect ne se mendie pas. Il se prend parfois au prix de larmes, mais toujours avec la certitude que nous le valons. Je suis Hélène, veuve de 60 ans à Nice. Ils ont voulu me réduire au silence. Ils ont voulu faire de ma vie un butin. Mais j'ai trouvé dans ma douleur une arme plus puissante que leur avidité, ma voix. Et aujourd'hui, je la lègue à toutes celles qui m'écoutent. Parlez. Parlez. Levez la tête, exigez, car le silence peut tuer. Mais brisé, il devient une justice.